Voilà, bonjour chers élèves. Je m'appelle M. Alsimba, professeur d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un cours sur le développement du capitalisme et les mutations sociales en Europe au XIXe siècle. Deuxième leçon du programme en histoire, dans le premier contexte de la deuxième révolution industrielle. Pour commencer, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les objectifs que j'attends à la fin de cette leçon. À la fin de la leçon sur le développement du capitalisme et les mutations sociales en Europe au XIXe siècle, l'élève sera capable de définir le système capitaliste. L'élève sera capable également d'expliquer son essor. Et enfin, l'élève sera capable de montrer les conséquences de ce système capitaliste dans la société européenne. Donc, chers élèves, nous allons essayer donc d'aborder cette leçon d'une grandeur capitale, le développement du système capitaliste, qui est né dans un contexte particulier, le contexte de la deuxième révolution industrielle. Il est d'abord préférable, chaque fois, si besoin en est, de définir le contexte dans lequel la leçon est née. Qu'est-ce que la révolution industrielle? L'élève doit pouvoir la définir. On appelle donc révolution industrielle un changement idéologique, une transformation d'une économie agraire et artisanale à une nouvelle économie dominée par l'industrie et la machine. Cette révolution industrielle, comme j'ai dit, née dans un contexte particulier, va engendrer le développement du système capitaliste, qui est une conséquence, effectivement. Mais la conséquence de quoi? C'est la conséquence des différentes transformations économiques qui sont issues des découvertes scientifiques. Donc, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'un système capitaliste? Le capitalisme, d'abord, est avant tout une idéologie. Donc, le capitalisme est une idéologie. C'est une idéologie. Une idéologie basée sur la propriété privée de tous les moyens de production. Idéologie basée sur la propriété privée des moyens de production. Des moyens de production. Orienté vers la recherche du profit, c'est-à-dire le bénéfice. Mais qu'est-ce qu'on appelle un moyen de production? On appelle moyen de production toute activité économique susceptible d'apporter une dividende. Donc, comme j'ai dit, le capitalisme est la résultante des différentes transformations économiques qui se sont opérées au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau des transports, au niveau des échanges, etc., etc. Maintenant, ces nouveaux modes de production-là, maintenant vont demander un investissement énorme. D'où la naissance du système capitaliste, et ainsi de suite. Maintenant, comment ce système-là va se développer au courant du XIXe siècle? Son développement
va obéir à plusieurs points. Création des banques, le besoin en capital, l'accroissement des moyens de paiement, les concentrations financières des entreprises, Donc voilà, donc les caractéristiques qui vont entraîner ou bien qui vont faciliter le développement du capitalisme. La création des banques. Il nous faut des banques pour que le capitalisme se développe. Mais la création des banques obéit à deux types de banques. Il y a les banques de dépôt, mais il y a également les banques d'affaires. Qu'est-ce qu'une banque de dépôt? C'est là où le sociétaire vient déposer son argent. Donc ce sont les banques qu'on a partout. Crédit Lyonnais, les GBS, B6, etc. Mais dans la banque d'affaires, c'est la banque elle-même qui gère son capital, qui l'investit dans des activités de production attendant une dividende. Le développement du capitalisme obéit également à la création aux besoins en capital. Donc il faut beaucoup d'argent. Le besoin en capital oblige les entreprises privées à s'associer en sociétés anonymes, les SA. Dans la société anonyme, chaque sociétaire a une part appelée une action ou une dividende, laquelle part ou action ou dividende est investie dans des marchés de transactions internationales attendant des dividendes. Ça, c'est extrêmement important pour le développement du capitalisme. Mais c'est également l'accroissement des moyens de paiement. Donc, on peut fructifier, on doit diversifier les moyens de paiement pour permettre également au capitalisme de pouvoir se développer correctement. C'est également les concentrations des entreprises. Pourquoi la concentration des entreprises? Le capitalisme ne veut pas la concurrence. Pour ce faire, s'associer en grande entreprise est plus favorable que partir seul et se faire la concurrence. Pour cela, les capitalistes ou bien les entreprises privées vont essayer de se regrouper, d'où le terme concentration. Deux types de concentration vont germer. La concentration appelée horizontale et la concentration appelée verticale. Quand est-ce que la concentration est horizontale? La concentration horizontale est la fusion d'entreprises fabriquant des produits complémentaires. Donc, je reprends, vous m'excusez. La concentration est horizontale si les entreprises qui fabriquent le même produit, vous m'excusez, se réunissent pour fabriquer un produit standard. D'où la standardisation. Mais maintenant, c'est le contraire. La concentration, elle est maintenant verticale si plusieurs entreprises qui fabriquaient des produits, donc c'est la concentration des entreprises dans la fabrication d'un produit fini ou le travail à la chaîne. Donc, je reprends. Donc, les concentrations horizontales et verticales se définissent comme suit. Les concentrations sont horizontales si plusieurs entreprises qui fabriquaient le même produit se réunissent pour fabriquer un produit standard, d'où la standardisation. Par contre, si c'est le travail en série ou à la chaîne, elle est appelée concentration verticale ou taylorisation. Je peux donner plusieurs exemples de concentration horizontale ou la standardisation. On peut parler des cartels américains, on peut parler des concerns, on peut parler également des ébatos. Tandis que la concentration, si elle est
verticale ou la taylorisation, on peut faire appel également au trust ou également au consortium d'entreprises. Ouais. Donc, voilà donc les éléments donc, qui ont facilité donc, le développement du système capitaliste. Donc, je reprends. Donc, c'est la création donc, des banques, en banque d'affaires et en banque de dépôt. C'est le besoin en capital où donc, les entreprises également forment des sociétés anonymes en investissant leur argent dans des marchés de transactions internationales appelés les bourses de valeur. C'est l'accroissement des paiements, des moyens de paiement avec la multiplicité donc des billets de banque. C'est également les concentrations des entreprises avec la concentration horizontale ou la standardisation et également la concentration verticale ou la taylorisation. Maintenant, ce développement du capitalisme-là ne va pas rester sans conséquence parce que l'agent de production qui est le capitaliste est omnibulé par l'argent. Donc, obligatoirement, ce développement-là va influer au niveau social et va entraîner une division, une scission entre ceux qui vont avoir de l'argent, c'est-à-dire les détenteurs des moyens de production, et malheureusement, ceux qui ne vont pas, ceux qui vont être les moyens nantis. Et ici donc va apparaître deux types donc, de personnes. Les bourgeois, qu'on va appeler également les détenteurs des moyens de production. Et vous voyez, j'ai tantôt dit que les moyens de production, c'est toute activité économique susceptible d'apporter un bénéfice. Et va également naître la classe ouvrière, également, qui va venir en appoint, donc travailler donc, effectivement avec ces détenteurs de moyens de production. Donc à ce niveau-là, les conséquences sociales, donc comme j'ai dit, vont faire naître la classe bourgeoise, mais également la classe ouvrière, qui sont deux classes antagonistes, a priori, mais complémentaires. Aucune classe ne peut aller sans l'autre. Donc, il serait également important ici de faire la différenciation entre ces deux types de classes, qui est le bourgeois, qui est également l'ouvrier. Et là, il est important de faire une petite comparaison pour pouvoir bien comprendre ces deux classes. Comparaison et dans les définitions, qui est le bourgeois, qui est l'ouvrier, mais comparaison également dans les caractéristiques. Donc je vais dire, qui est ce bourgeois en définition? C'est donc le détenteur des moyens de production. Il se caractérise au plan politique, au plan économique, au plan social et également au plan culturel. Même chose pour l'ouvrier. Qui est l'ouvrier en définition? Et qu'est-ce qui le caractérise au plan politique, au plan économique, au plan social et également au plan culturel? Une bonne comparaison qui également permettrait à l'élève également de mieux comprendre ces deux classes sociales. Qui est le bourgeois? J'ai dit tantôt, c'est le détenteur des moyens de production. Vous comparez avec l'ouvrier, c'est celui qui détient la force de production. Premier point de comparaison. Au plan économique et au plan politique, le bourgeois, il contrôle la vie politique tout en ayant dans sa main toute l'activité économique. Le bourgeois ne peut pas rester sans avoir son point de vue dans la politique. Donc, il a un œil sur la vie politique, même des fois, il participe à la vie politique, mais également en contrôlant toute l'activité économique qui est entre ses mains. Comparaison avec la classe ouvrière, qui, au plan politique, ne fait que subir le dictat de la classe politique bourgeoise. Et au plan économique également, même s'il est à l'origine de la fortune du bourgeois, malheureusement, ne bénéficie pas donc, de toutes les opportunités. Donc, deux points de comparaison. Et enfin, je l'ai dit, au plan social, qui est le bourgeois? C'est celui qui est à l'abri du besoin. Quand on dit à l'abri du besoin, là, son ensemble. Il vit dans le luxe, belle voiture, bien habillé. Donc, voilà. Il est à l'abri, il n'a aucun problème dans la vie. Contrairement, point de vue comparaison à la classe ouvrière, lui, il est dans le besoin. Pas de maison, il vit dans des bidonvilles.
pas d'eau, pas d'électricité, ni d'assainissement, hein, l'insalubrité, les maladies, etc., etc., etc. Donc, vous voyez qu'en comparant point par point, l'élève maîtrise très bien donc ces deux classes-là. Et également, pour terminer, au plan culturel, qui est ce bourgeois? C'est l'intellectuel. Donc, les bonnes écoles, leurs enfants sont dans les meilleures écoles, bien éduqués, bien encadrés. Sur le plan de la religion, ils ont des églises, ils peuvent aller prier, aller faire des distractions, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au terrain de jeu, etc., etc. Maintenant, vous comparez avec la classe ouvrière, au plan culturel, cet ouvrier n'a même pas d'église. Vous comparez cet ouvrier au plan culturel également, n'a aucun moyen de distraction. Donc, pas de terrain de jeu, il n'a pas le droit d'aller au théâtre, hein, etc., etc. Donc, vous voyez que donc, ces deux classes, comment ils sont antagonistes au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue culturel. Et pourtant, la classe bourgeoise ne peut pas aller sans la classe ouvrière. Ils sont complémentaires, malgré tout leur antagonisme. Et c'est la raison pour laquelle ces mauvaises conditions de vie et d'existence de la classe ouvrière va inciter le monde intellectuel, qui plus tard, ces humanistes, par le biais de l'écriture, vont écrire haut et fort les mauvaises conditions dans lesquelles vivaient ces ouvriers. Et j'allais dire, pour terminer, là va naître les doctrines sociales, qui sont tout simplement des idéologies politiques, donc qui vont lutter pour améliorer, pour changer la condition ouvrière, pour permettre à ces ouvriers de vivre dans les meilleures conditions de vie et d'existence. Donc vous voyez donc, voilà ce bref survol que donc, n'est-ce pas, je voulais faire concernant donc cette leçon sur le développement du capitalisme et l'imitation sociale. Et donc j'élève, si je reprends donc très bien, donc vous me définissez un système capitaliste. Oui, donc un système capitaliste, c'est tout simplement une idéologie basée sur la propriété privée des moyens de production orientée vers la recherche du bénéfice, c'est-à-dire la dividende. Comment ce système-là a connu son essor? Par la création des banques, par le besoin en capital, par l'accroissement des moyens de paiement, par la concentration des entreprises. Quelle a été la conséquence de ce développement-là? Ce sont les mutations sociales qui ont engendré la classe bourgeoise et la classe ouvrière. Qui est le bourgeois? Détenteur des moyens de production. Qui est l'ouvrier? Détenteur de la force de production. Et maintenant, les caractéristiques, au plan politique et au plan économique, il contrôle et participe à la vie politique et à la vie économique. Tandis que l'ouvrier ne participe pas à la vie politique, il subit le dictat, même s'il est à l'origine de la fortune du bourgeois. Au plan social et au plan culturel, le bourgeois est dans le besoin, il a tout ce qu'il lui faut, c'est l'intellectuel. Tandis que l'ouvrier, au plan social, vit dans la misère et également au plan culturel, n'a absolument rien. C'est un ignorant. Il n'a pas d'école, il n'a pas d'église, etc., etc. Donc, comme j'ai dit, ces conséquences sociales-là vont engendrer plus tard les doctrines sociales qui sont des idéologies qui visent à corriger l'inégalité sociale que la société européenne a créée au XIXe siècle. Donc voilà donc pour résumer donc cette leçon donc, sur le développement du capitalisme et l'imitation sociale en Europe au XIXe siècle, qui était une conséquence des différentes transformations économiques qui se sont opérées en Europe au lendemain de la deuxième révolution industrielle. Donc, chers élèves, donc voilà, je vous remercie.